Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la loi de Colroche. La loi de Colroche, vous allez voir, elle va vous rappeler la loi de Berlambert que vous avez vue en première. Et n'oubliez pas, la loi de Berlambert est aussi au programme de terminale, donc il va falloir la revoir. Alors, on va devoir d'abord définir ce qu'est la conductance. La conductance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans une solution ionique, c'est-à-dire un solvant essentiellement toujours de l'eau avec des ions dedans, le courant électrique va pouvoir passer. Les ions positifs vont vers la borne moins et les ions négatifs vont vers la borne plus. Ok. Si le courant passe, c'est un conducteur. Dans ce cas-là, on peut calculer ce qu'on appelle la résistance. La résistance, c'est la capacité à empêcher le courant de passer. Pour faire ça, on mesure U, la tension entre les deux électrodes, et I, l'intensité qui circule dans le circuit. Et grâce à la loi d'Ohm, on sait que R, la résistance, c'est U, la tension, divisé par I, l'intensité. Voilà. La conductance, c'est l'inverse de la résistance. C'est la capacité à laisser passer le courant électrique, alors que la résistance, c'est la capacité à empêcher le courant de passer. G, ce sera comme ça qu'on va appeler la conductance. Bon, c'est comme ça. G égale 1 sur R. R, ça se mesure en ohm, d'où le nom de loi d'Ohm, tout simplement. Bien, maintenant la conductance, elle se mesure en quelle unité? Elle se mesure en Siemens de symbole S. Et elle se mesure avec un conductimètre. Un conductimètre, ça ressemble à quoi? Ben, ça ressemble beaucoup à un pH-mètre. Sauf qu'au lieu de mesurer le pH, on mesure G, la conductance. Le problème, c'est que la conductance va dépendre de la cellule du conductimètre. Ça ressemble à quoi une cellule de conductimètre? C'est deux plaques qui ont une certaine surface et qui sont séparées d'une certaine longueur, L. Et donc, du coup, si on change de cellule de conductimètre, on va changer la valeur de la conductance. Donc ça, c'est quand même embêtant. Il faudrait qu'on trouve une grandeur qui est indépendante de la cellule du conductimètre. C'est pour ça qu'on a utilisé sigma. Sigma, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle la conductivité. La conductivité sigma correspond à la capacité propre de la solution à laisser passer le courant électrique. Donc ça ne dépend que de la solution et pas des dimensions du conductimètre. Donc ça, c'est quand même vachement plus pratique. Comment on calcule sigma? Donc sigma, c'est égal à G, la conductance qu'on a vue tout à l'heure, multiplié par L, la longueur entre les deux plaques, divisé par S, la surface des plaques du conductimètre. Donc L, ça se mesure en mètres, et c'est une longueur, et S, c'est une surface, donc ça se mesure en mètres carrés. Ok. Dans certains exercices, vous allez pouvoir voir que sigma, c'est égal à G divisé par K, où K, c'est S divisé par L. C'est ce qu'on appelle la constante de cellule, et K se mesure en mètres. En fait, K, c'est directement la surface divisée par la longueur. Voilà, tout simplement. Et donc la conductivité, elle se mesure en Siemens par mètre. Donc l'unité est un peu plus compliquée que tout à l'heure, G, ça se mesure en Siemens directement. Là, c'est en Siemens par mètre. D'accord. Donc ça, c'est important de retenir ça. La conductivité dépend de la température quand même et de la nature de la solution et de sa concentration. Donc ça c'est important. La conductivité, elle ne dépend plus de la cellule du conductimètre. Donc si on mesure la conductivité avec différents conductimètres, on aura la même valeur. Mais par contre, si on mesure dans deux pièces qui n'ont pas des températures égales, on aura deux valeurs de conductivité différentes. Et si on change les ions ou si on change la concentration, on aura des conductivités différentes aussi. Alors, voilà la loi de Colroche. La loi de Colroche, qu'est-ce qu'elle nous dit? La loi de Colroche, elle s'appuie sur le fait que tous les ions ne conduisent pas le courant électrique de la même façon. D'accord? Ça, c'est important. Par exemple, les ions HO- conduisent mieux le courant que les ions Na+. Ouais, c'est comme ça. Mais comment ça va se traduire par des chiffres? La conductivité molaire lambda d'une solution ionique correspond à la conductivité d'une mole de ce soluté dissous par litre de solution. D'accord? Donc on va être capable de calculer ce qu'on appelle la conductivité molaire. C'est-à-dire quand on dissout une mole d'ion pour former une solution, eh bien on mesure la conductivité de ça et on l'appelle lambda. On aura des chiffres. Les chiffres, ça se compare et on va pouvoir savoir du coup quels ions conduisent mieux le courant électrique que les autres. Cette conductivité molaire, elle se mesure en Siemens mètre carré par mol. Elle dépend des ions qui composent le soluté. Donc ça, c'est important. Et si on compare les valeurs, on voit que pour Na+, on a 5,01 fois 10 puissance moins 3, et pour HO-, on a 19,8 fois 10 puissance moins 3. 5,01, c'est bien plus petit que 19,08, donc on a bien une conductivité supérieure pour HO- par rapport à Na+. Bon. Donc ça, c'est important de savoir que si on change les ions, la solution ne conduira pas le courant de la même façon. D'accord? Et la loi de Colroche, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous dit que la conductivité d'une solution est égale à la somme des conductivités molaires des constituants de la solution multipliée par la concentration de chaque constituant. Bon, on doit reprendre son souffle un petit peu ici parce que qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Bah, si on l'écrit sous forme d'une formule, ça me dit que sigma, la conductivité, ça vaut le lambda du premier ion multiplié par la concentration du premier ion plus le lambda du deuxième ion multiplié par la concentration du deuxième ion et ainsi de suite. Lambda I, donc c'est la conductivité molaire du composant I, donc le premier, le deuxième, enfin le troisième, voilà. Et XI, c'est la
concentration du composé I. Alors attention, là, c'est une concentration. D'habitude, les concentrations, on les met en mol par litre. Ici, pour que ça marche, il faut que ce soit en mol par mètre cube. Bon, donc il va y avoir des petites conversions à faire. Je vous donnerai des trucs après. Alors attention, la loi de Colroche n'est valable que pour les solutions diluées. Hein, si les solutions sont trop concentrées, on n'arrive pas à mesurer la conductivité, ça ne marche pas. D'accord? Eh ben, c'est comme la loi de Berlambert. Ouais, la loi de Berlambert, je vous rappelle qu'elle n'est valable que pour les petites concentrations. Si les solutions sont trop concentrées dans la loi de Berlambert, on regarde la couleur. Si elles sont trop foncées, la lumière ne passe plus. Et donc, du coup, on est incapable de calculer l'absorbance. Et ben voilà, là, c'est le même principe. Ici, si les solutions sont trop concentrées, eh bien, on n'arrive plus à calculer la conductivité. C'est comme ça. On va faire sur un exemple, ce sera plus simple. NaOH solide, on le met dans l'eau, ça donne Na+ aqueux et HO- aqueux, donc 2 ions. Voilà. La concentration, c'est 0,2 mol par litre. On donne le lambda de Na+, le lambda de HO-, et on vous demande de calculer sigma. Bon, on va utiliser la formule de la loi de Colroche, et qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, il ne faut pas oublier, je vous ai dit tout à l'heure, des conversions. Pour convertir les mols par litre en mols par mètre cube, il suffit de multiplier par 1000, étant donné qu'un mètre cube, c'est 1000 litres. Donc, si vous avez une certaine concentration par litre, dans un mètre cube, vous en avez 1000 fois plus, tout simplement. Autre truc pratique aussi à retenir, que les mols par litre sont égales à des millimoles par millilitre. Des fois, ça peut être utile aussi. Bon, pas dans cet exercice-là, mais ça peut servir dans d'autres exercices. Donc, on convertit notre concentration en mols par litre en mols par mètre cube. 0,2 fois 1000, ça fait 200 mol par mètre cube. Bien. On peut attaquer notre calcul. Donc, lambda du sodium du Na+, ça fait 5,01 fois 10 puissance moins 3 fois 200 qui est la concentration, plus 19,8 fois 10 puissance moins 3, ça c'est le lambda de HO-, fois 200, pardon, je perds ma voix. Et si on applique le calcul, ça nous donne 4,962 Siemens par mètre, tout simplement. Bon, j'espère que j'ai retrouvé ma voix. On va voir un cas particulier qui est hyper important, parce que c'est un cas particulier qui va être quasiment une généralité. On va se retrouver très très souvent dans ce cas particulier, et ça va nous permettre de simplifier pas mal les choses. Allons voir. Donc quel est le cas particulier? Le cas particulier, c'est quand les ions viennent de la dissolution d'un soluté. Ça, vous l'avez vu en première. Par exemple, MgCl2, on le met dans l'eau, ça donne des ions Mg2+, et 2 ions Cl-. D'accord? Si la concentration en soluté apportée de MgCl2, c'est C, alors la concentration en ion Mg2+, ce sera C aussi, la concentration en Cl-, ce sera 2C. Comment je le sais, ça? Eh bien, parce qu'il y a un 2 devant Cl-. Donc du coup, je suis obligé de mettre un 2 devant le petit c pour la concentration en ion Cl-. En effet, à chaque fois que vous mettez dans l'eau un MgCl2, vous libérez 2 Cl-. Donc à chaque fois que vous apportez un MgCl2, vous libérez 2 Cl-, ça veut dire que la concentration en Cl- va être 2 fois plus grande que ce que vous avez mis au départ. Par contre, en Mg2+, c'est pareil, étant donné qu'à chaque fois que vous mettez un MgCl2 dans l'eau, eh bien, vous libérez un Mg2+, donc c'est la même chose. Donc en fait, comme devant Mg2+, il n'y a rien, c'est sous-entendu 1, tout simplement. D'accord? Alors, sigma, c'est lambda de Mg2+, fois la concentration Mg2+, plus lambda de Cl- fois la concentration de Cl-. Bien. Alors, on peut remplacer les concentrations en Mg2+ et en Cl- par la valeur qu'on a trouvée juste au-dessus, c'est C et 2C. Donc voilà ce que ça donne. Sigma, c'est égal à lambda de Mg2+ fois C, plus lambda de Cl- fois 2C. Okay, on voit qu'on a C dans les deux membres. Du coup, on va pouvoir factoriser. On va mettre le C en facteur. Et donc, ça va nous donner que sigma est égal à lambda de Mg2+, plus 2 lambda de Cl-, le tout fois la concentration C. Ce lambda de Mg2+, plus 2 lambda de Cl-, c'est une constante, d'accord? Ça dépend que de valeurs qu'on connaît. Donc, du coup, on peut l'appeler K comme constante, d'accord? Bon, je sais bien que constante, ça commence par un C, mais bon, souvent en physique, les constantes, on les appelle K. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. C'est comme ça. Je ne sais pas tout, je suis désolé d'avouer mes faiblesses, mais c'est comme ça. Donc sigma, on peut l'écrire comme étant K fois C. Ok? Alors, on va mettre ça dans un coin. Voilà, tout le reste, on n'a pas besoin. Donc voilà, si on est dans le cas de figure, un cristal ionique MgCl2, on met dans l'eau, ça donne Mg plus 2Cl-. Et le sigma, ça nous donne K fois C. Et K fois C, ça veut dire que dans ce cas-là, sigma est proportionnel à C. On peut donc tracer une droite d'étalonnage pour trouver une concentration inconnue. Donc sigma est proportionnel à C. On sait que quand c'est proportionnel, ça nous donne une droite qui passe par l'origine. Ça, c'est hyper important. Si par exemple on trouve une conductivité de 55 Siemens par mètre, on trace un trait horizontal jusqu'à la droite, on trace un trait vertical jusqu'à les concentrations en bas, et on va trouver la valeur de la concentration 3 mol par litre. Ça doit vous rappeler des choses sur la loi de Berlambert. Ça marchait exactement de la même façon. Voilà. Donc ces deux lois sont très très liées. Vraiment, si vous avez compris Berlambert, vous devriez comprendre ça.
On va terminer par quelques petits exercices pour tout déchirer au contrôle. Alors, exercice 1, on mesure la conductivité sigma d'une solution de bromure de magnésium, Mg2+, 2 Br-. On donne la valeur de sigma, on donne la valeur des lambda de Mg2+, et de Br-, on donne l'équation de dissolution, et on vous demande d'abord d'exprimer Mg2+, et Br- en fonction de la concentration en soluté apportée. Vous pouvez faire pause. Alors voilà, ici, c'est pareil que dans l'exemple, C pour MgBr2, C aussi pour Mg2+, parce qu'il n'y a rien devant Mg2+, donc c'est sous-entendu 1. Et comme il y a un 2 devant Br-, et ben ça fait 2C. Deuxième question, exprimer sigma en fonction des différentes valeurs, puis en fonction de C. Ça, c'est exactement ce qu'on a fait dans l'exercice d'avant. Donc, je vous laisse faire pause et ensuite, on corrige. Alors, sigma, c'est lambda de Mg2+, fois la concentration Mg2+, plus lambda de Br- fois la concentration en Br-. On remplace les concentrations parce qu'on a trouvé à la question 1, C pour Mg2+, et 2C pour Br-, et on met le C en facteur. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, on nous demande de déterminer la concentration. Alors ça, c'est intéressant. Pour déterminer la concentration, comment on fait? Eh bien, ce qu'on a mis entre parenthèses, le facteur là, lambda Mg2+, plus 2 lambda Br-, ça, on va le passer de l'autre côté. Comme il multiplie le C à droite, il va diviser le sigma à gauche, et ça va nous faire que C est égal à sigma divisé par la somme entre lambda de Mg2+, et 2 lambda de Br-. Ça va faire 1,14 divisé par 10,06 plus 7,81 fois 2, ça va nous faire 0,043 mol par mètre cube. Et si on le veut en mol par litre, on divise par 1000 et ça fait 4,3 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Exercice 2, c'est le même genre d'exercice que celui d'avant, sauf que j'ai changé les ions. Vous pouvez faire pause. Alors ici, si on a une concentration C pour KPO3, eh ben, on aura 3C pour K+, et C pour PO4 3-, vu qu'il y a un 3 devant K+. Alors maintenant, exprimer sigma en fonction des différentes valeurs. Voilà ce que ça va donner. Donc sigma, c'est lambda de K+, fois la concentration en K+, plus lambda de PO4 3- fois la concentration en PO4 3-. Les concentrations, on les a trouvées pour K+, c'est 3C, pour PO4 3-, c'est C. Et du coup, voilà ce que ça donne en factorisant. C'est toujours le même genre d'exercice. On demande de terminer la concentration. C'est pareil, on va devoir diviser par la somme de 3 lambda K+, plus lambda PO4 3-. Et quand on remplace les valeurs, on va trouver 0,011 mol par mètre cube, ce qui fait 1,1 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Je vous l'accorde, la loi de Colroche, c'est quand même un peu hoche, mais bon, en refaisant les exercices, ça devrait aller, et vous allez voir que souvent, il y a quand même des grandes chances que ça ressemble à un exo de la loi de Berlambert, d'accord? Donc, bon, on s'accroche, mais ça devrait aller. Je vous dis à bientôt vers la chimie et au-delà.